Bonjour tout le monde. Alors j'espère que c'est pas trop difficile à cette heure où on est plutôt censé faire un peu la sieste, plutôt que d'écouter deux charmants chercheurs nous parler de virus. Alors un peu plus sérieusement, merci Emmanuel déjà de m'avoir invité à animer cette discussion parce que on reçoit là deux chercheurs qui comptent beaucoup pour moi. Et je vais prendre un peu le temps de les présenter pour vous dire les raisons pour lesquelles ces deux chercheurs comptent beaucoup pour moi. Parce que je crois notamment, pour le dire assez vite, que leurs travaux nous filent pas mal de vie en fait, pour apprendre justement à habiter la Terre, puisque c'est le titre de cette session du festival, habiter la Terre, et donc plus spécifiquement ici, donc cohabiter avec toute une trame de micro-organismes, et plus spécifiquement encore avec des virus. Alors, Guillaume, je commence par toi. Je te présente rapidement. N'hésite pas à m'interrompre si j'oublie des trucs ou si je dis des bêtises. Alors, tu es professeur à Sciences Po, tu es rattaché à Sciences Po Paris, tu es rattaché au Media Lab, donc tu es historien de la médecine coloniale et de ses ramifications contemporaines, dans ce qu'on peut appeler santé globale ou santé mondiale. Tes travaux portent précisément sur quelque chose qui va nous intéresser cet après-midi, les maladies infectieuses. On a beaucoup travaillé sur la maladie du sommeil, mais également sur le sida et Ebola. Et tu es notamment l'auteur de deux ouvrages que je recommande vraiment chaudement, qui portent donc sur l'histoire de la médecine en Afrique. Le premier, c'est Le médicament qui devait sauver l'Afrique, qui est un ouvrage, pour le dire assez rapidement, sur une sorte de solution un peu miraculeuse pour lutter justement contre la maladie du sommeil, et solution miraculeuse qui n'a d'une certaine façon jamais fonctionné. Et tout le propos de ton livre, c'est de comprendre comment quelque chose qui n'a jamais fonctionné a pourtant été aussi longtemps utilisé pour tenter de soigner cette maladie. Et ton dernier ouvrage, c'est Le médecin qui voulut être roi. Alors, j'ai oublié le sous-titre, mais c'est sur une utopie coloniale, non, c'est ça, ouais. Idem, là c'est plutôt sur le gouvernement d'une région du Cameroun durant la Seconde Guerre mondiale par un médecin. Donc c'est un médecin qui a gouverné cette région et qui a d'une certaine façon un peu réalisé le rêve des médecins depuis le 19e siècle, se passer en fait de la politique pour gouverner comme il se doit une région et arriver justement à un optimum médical qui est également un optimum économique, un optimum politique, puisqu'on sait se charger correctement des populations. Voilà, alors on pourrait être qualifié selon des mots. Alors peut-être juste un dernier mot sur ce livre, que je l'ai encore bien en tête. Guillaume, mais Charlotte aussi, vous avez tous deux un véritable talent narratif, et moi j'ai vraiment été soufflé par la qualité de tes histoires en fait. C'est une vraie leçon d'historien. Non seulement on rentre effectivement dans ce que c'est que la médecine coloniale, mais en plus sans l'air de rien et sans grand discours ou autre, tu nous apprends aussi d'une certaine façon, tu nous offres une version de ce que c'est faire histoire, fabriquer les histoires en tant qu'historien avec beaucoup de sobriété et de tact. Voilà. Donc alors on pourrait aussi te qualifier dans les mots que toi tu utilises d'archéologue de la santé mondiale, puisque ça aussi dans tes deux ouvrages on le retrouve très fort. Tu t'intéresses aux traces, au présent, et donc ce qui t'intéresse vraiment c'est le passé au présent et comment les traces nous poussent, nous invitent d'une certaine façon à poursuivre ce passé, à le déceler, à en faire des histoires. Tu as aussi le goût pour les petites histoires, parce que dans les deux cas, en fait, dans tes deux bouquins, là, c'est des histoires qui auraient très bien pu ne pas intéresser les historiens. En fait, c'est des histoires d'échecs, c'est des petites histoires qui parfois concernent peu de monde, parfois plus quand même. Et en fait, non, au lieu de passer à côté et d'essayer de saisir une histoire qui pourrait en dire un peu plus, tu vas vraiment t'arrêter sur ces petites histoires et nous montrer au contraire comment apprendre à les raconter soigneusement nous permet de dire énormément de choses sur ce passé au présent et sur la manière dont ce passé nous fait encore aujourd'hui et fait une certaine partie du territoire africain. Alors donc tu as le goût pour les histoires qui échouent, pour l'utopie hygiéniste ou les utopies hygiénistes aussi, les utopies de l'industrie pharmaceutique, celles qui, et on est encore un peu, on est dedans aujourd'hui avec cette course au vaccin contre le Covid, comment des récits assez massifs, en fait, on est baigné dans des récits assez massifs qui nous font croire ou qui laissent croire ou qui pourraient laisser croire qu'une solution technique viendrait à bout, donc là en l'occurrence le vaccin, des maladies infectieuses qui nous touchent. Et en fait, toi, ces utopies-là qui échouent et ton goût pour les échecs, ça te permet aussi de nous faire sentir d'une certaine façon, ce que tu appelles encore une fois, en reprenant le mot à Deleuze et à Isabelle Stengers, je crois, d'abord à Bouvard et Pécuchet, ensuite repris par
par Deleuze et Stengers, la bêtise en fait, la bêtise de la raison scientifique, ou les bêtises que l'on est susceptible de produire au nom des pratiques scientifiques ou d'une certaine forme de la raison scientifique. Voilà. À toi, Charlotte. Alors Charlotte, tu es chercheuse au CNRS, tu es rattachée au Centre Émile Durkheim à Bordeaux, alors tu es anthropologue des microbes. Plus précisément peut-être anthropologue des sciences, puisque tu cherches notamment à rendre compte de la manière dont les scientifiques produisent des savoirs sur les microbes, mais surtout comment ils interagissent avec ces derniers. Et comment les microbes, en fait, loin de n'être que des objets un peu passifs, voilà, on voit bien, ce que je dis là, il y a 6 mois, on aurait dû prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes à vous le prouver, que les microbes sont tous sauf des objets passifs. On vit une époque formidable, puisqu'aujourd'hui, il suffit de le dire. Je pense que vous comprenez tous, comprenez tous ici qu'on ne peut plus considérer le monde micro-organique comme un monde qui ne transforme pas radicalement nos modes de vie en société et bien d'autres choses. Donc toi, tu t'intéresses effectivement d'une certaine façon à un mot un peu, si on utilise un mot un peu savant et pompeux, à l'agentivité des microbes. En tout cas, comment les microbes contraignent la pratique scientifique, et si les scientifiques veulent apprendre des microbes, il va falloir qu'ils apprennent à bien se comporter à leur égard. Sinon, les microbes ne vont pas, d'une certaine façon, leur permettre d'apprendre des choses. Alors, tes premiers travaux ont été consacrés aux levures, et tu as passé quelques années à observer minutieusement dans un laboratoire justement les interactions entre 2 espèces, les hommes, et une levure qui s'appelle Saccharomyces, j'ai toujours un peu peur de la suite, cerevisiae. Yeah, je l'ai bien dit ? Cool. Donc pour rendre compte justement de tout ce tact et ce soin qu'il faut pour apprendre de cette levure. Et ce faisant, ton travail t'a permis d'interroger les grosses catégories, notamment avec lesquelles on pouvait appréhender les micro-organismes et aussi les productions de savoir, et à les mettre un peu en suspens. Toi aussi, tu as travaillé sur le sida, et notamment sur l'organisation des essais cliniques, mais surtout, c'est sur ça que je vais m'arrêter un peu maintenant. Depuis 2 ans, tu travailles avec une classe particulière de virus, que l'on appelle les phages. Et là, tu prolonges ce que tu as fait durant ta thèse, puisqu'en fait, tu nous montres à quel point les phages, c'est sûr compliqué, là, j'allais dire en tant que tel, mais en tant que tel, ça ne veut pas dire grand-chose quand on est coincé dans ces histoires. Mais en tout cas, comment les relations que nous entretenons avec les phages et comment les caractéristiques, d'une certaine façon, des phages obligent le système de soins contemporain, s'il veut les intégrer dans des pratiques médicales ou autres, à changer radicalement de point de vue. En fait, les phages, si on les suit sérieusement et qu'on a envie de les utiliser, mais tu nous en diras un peu plus après, dans des pratiques médicales, les mobiliser, les enrôler, eh bien, il y a pas mal d'éléments de ces systèmes de soins qu'il va falloir apprendre à changer, les systèmes de production d'agents thérapeutiques qu'il va falloir apprendre à changer. Donc là aussi, loin d'être des objets passifs ou sans qualité, si on les prend au sérieux, il y a beaucoup de choses qui doivent bouger. Alors, donc, dernier point, je trouve hyper intéressant aussi dans ce que tu fais, c'est que d'une certaine façon, tu fais ce qu'on pourrait appeler une anthropologie embarquée. C'est-à-dire que ça fait quelques années maintenant quand même que des sociologues ou des anthropologues se retrouvent embarqués dans des entreprises qui visent notamment à essayer de comprendre pour quelles raisons les publics sont méfiants à l'égard de telle ou telle technologie. Et là, toi, ce que je trouve intéressant dans ton cas, c'est que tu l'as fabriqué toi-même, ta commande. C'est-à-dire que tu produis toi-même les contraintes de ton embarquement. Et ce qui est hyper intéressant, je veux dire que c'est la chose qui m'a vraiment le plus frappé, mais au sens... le plus enthousiasmé plutôt, c'est que tu as réussi à monter un programme de recherche au bon moment, j'ai envie de dire, puisqu'il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui avec la thérapie phagique. Donc la thérapie phagique, c'est utiliser des virus pour lutter notamment contre des maladies d'origine bactérienne, au moment où tout est en train de se jouer. Et tu as d'ailleurs, puisque c'est ce que tu es en train de faire en ce moment, la grande intelligence de monter un programme de recherche avec des juristes, des biologistes, des anthropologues, pour tenter effectivement de faire une différence au moment où il faut faire une différence. Si quelque chose comme une médecine mobilisant la thérapie phagique doit se monter, eh bien aujourd'hui elle devra se monter notamment avec les travaux que vous produisez et avec un certain système de contraintes qui ne pourra pas notamment permettre aussi facilement que ça à l'industrie pharmaceutique d'enrôler ces phages dans la médecine qui est en train de se fabriquer. Donc ça, vraiment chapeau, parce que je crois qu'on est peu nombreux dans le milieu de la recherche à réussir à faire ça. Et je trouve que tu le fais de manière profondément admirable. Alors, vous avez compris que c'est beaucoup d'amour pour ces chercheurs que je suis en train de délivrer là. Alors pourquoi Emmanuel a-t-il décidé de vous inviter tous les deux pour ce dialogue? Alors, d'abord leur objet de recherche peut-être, oui, tous les deux vous travaillez sur des maladies infectieuses ou des virus, même si vos approches sont différentes, d'une part l'anthropologie, l'autre part l'histoire.
Mais surtout, en fait, donc tous les deux, vous prenez vraiment au sérieux ce que les virus, les bactéries, enfin les microbes font au monde. Et aussi ce que certaines pratiques humaines et biomédicales font aux micro-organismes. Ça veut dire comment, littéralement, ils les transforment, ils les suscitent, ils les activent, etc. Et tout ceci, vous le faites aussi en inscrivant ces choses-là dans des contextes ou des territoires historiques et géographiques très singuliers, qui vous permettent en fait de produire des analyses très fines, qui nous permettent de comprendre très concrètement comment les relations humains-virus, dans certains contextes bien précis, etc., se produisent et comment, en gros, les humains et les virus ou les bactéries se transforment lors de cette rencontre. Autre point, je crois, donc, de similarité entre vos approches, et là je le dis parce que moi c'est une qualité que je trouve aussi finalement assez peu présente dans le milieu de la recherche, vos travaux sont caractérisés par une forme de sobriété. Je crois qu'on l'a remarqué notamment durant cette pandémie. Vous avez fait quelques sorties, mais très mesurées. Et j'ai envie de dire au bon endroit. Vous avez produit très peu, pour ne pas dire aucun, déchet dans vos sorties, alors que c'était vos objets de recherche qui étaient un peu au centre de ce qui nous arrive aujourd'hui, et alors qu'on a vu une profusion, effectivement, Marc-André Sellos en parlait ce matin, notamment, de discours où tout le monde savait, tout le monde avait son mot à dire. Vous êtes intervenu à quelques reprises, et de manière assez sobre, et je trouve, donc voilà, moi je voulais saluer ça aussi, parce que vous faites un vrai travail patient, un vrai travail de chercheur, encore une fois. Vous ne parlez pas forcément au-delà de ce que vous êtes susceptible de dire à partir de vos recherches, ou lorsque vous le faites, vous marquez bien la différence. Dernier point commun, je crois que tous deux, en fait, et là vraiment c'était idem lors de ces sorties durant la pandémie qui nous occupe, vous résistez à toute tentative d'unification des récits, toute tentative de totalisation des histoires. En fait, vous nous apprenez véritablement à résister, presque en fait à apprécier ne pas savoir, à apprécier ne pas avoir le dernier mot sûr. Et en cela, vous, à mon sens, tout du moins en cela, vous nous invitez, enfin, vous sollicitez l'intelligence de vos lecteurs. Vous ne leur offrez pas de solution, vous leur offrez des problèmes. Et vous ne cessez de compliquer les problèmes qui ont pu déjà être posés. Et pas par amusement. Mais encore une fois, si on veut s'adresser, je crois, et apprendre à cohabiter avec donc cette trame de micro-organismes qui font le monde dans lequel nous sommes et qui font nos organismes, il me semble que c'est de ce type de savoir un peu paradoxal, de non-savoir dont nous avons besoin, car nous avons besoin effectivement de, oui, je crois, encore une fois, là, c'est de façonner nos attentions et nos intelligences et apprendre à ne plus attendre d'autres que nous, à savoir et des interprétations qui vont nous dire le fin mot de l'histoire. Voilà. Je vais me retirer petit à petit maintenant de la conversation. Donc, c'était important pour moi de vous... Vous sentez la pression que je leur mets maintenant? Donc tout ce qui ne sera pas vérifié lors de cette discussion, vous le notez, puis on fera un débriefing à 17h30. Donc voilà, maintenant je vais progressivement me retirer. Enfin voilà, je vais animer cette discussion. Pour moi, c'est une première, donc je ne sais pas trop comment on fait. On va poser des questions, on va voir comment ça fonctionne. Si le vent me permet de m'appuyer sur mes papiers, ça sera absolument génial. Voilà, peut-être dernière chose. Voilà, ce que vous nous apprenez aussi, du coup, avec cette forme de sobriété, c'est qu'en fait, vous ne cessez de nous rappeler que les savoirs, nos histoires, en fait, transforment le monde dans lequel on est. Et d'une certaine façon, et c'est pas de la magie, ou alors une forme de magie qu'on a un peu oubliée, justement. Quand nous parlons du monde, le monde se transforme. En fait, là, vous êtes héritier aussi d'une certaine façon de l'histoire des sciences, au sens où les énoncés, les savoirs scientifiques découvrent moins le monde qu'ils ne le transforment. Mais vous nous donnez vraiment des tas d'histoires, en fait, pour saisir ce que ça veut dire. Alors voilà, tout ça pour vous dire donc mon bonheur d'animer cette discussion. Et tout de suite, et sans attendre, je vais vous lancer à partir d'une question. Décidément. À partir d'une question, justement sur un récit un peu massif, qui n'est pas nouveau en fait, qui est peut-être un récit qui a au moins un siècle, enfin qui émerge peut-être, hein, je dis bien peut-être, vous avez peut-être des choses avec la microbiologie ou la bactériologie, un récit de guerre contre les microbes. On l'a vu en France avec notre président Macron, qui a affirmé effectivement qu'il était nécessaire et temps de faire la guerre au virus. Mais on l'a vu dans il y a des tas d'autres récits, même des récits universitaires ou savants qui reconduisent une figure un peu guerrière, hein, donc d'un rapport à la maladie et d'un rapport aux microbes qui est celui de la lutte contre, ou encore, alors je ne sais pas si c'est à un de vous deux que je pique l'expression, mais je ne sais plus à qui, ces récits qui sont pris d'une forme de passion
éradicatrice. Il s'agit d'éradiquer ce vivant qui nous perturbe. Alors j'aimerais savoir pourquoi ce récit vous pose problème, en quoi il est problématique, et peut-être la question, dans un deuxième temps, par quoi on pourrait le remplacer. Mais déjà, en quoi il est problématique ce récit de la guerre contre les microbes? Bonjour à tous, et j'espère être à la hauteur des attentes extrêmement hautes qu'Alexis a placées en me présentant. En fait, moi, c'est moins la question de la guerre que je trouve problématique, plutôt que de la guerre d'éradication, effectivement. Et c'est plutôt le terme d'éradication ici qui est dangereux, parce que, effectivement, depuis à peu près un siècle, mais peut-être avant, le rapport qu'on a aux micro-organismes pathogènes, c'est effectivement une volonté éradicatrice. Et ce rapport d'éradication, il est cadré par un certain nombre de récits qui ne viennent pas de nulle part. Donc le fait que, malgré les décrits de Pasteur qui sont beaucoup plus ambigus sur les microbes, et où Pasteur reconnaît qu'on a besoin des microbes pour vivre et que sans les microbes, en fait, on n'existerait pas, ce qui s'est passé ensuite dans la santé publique, c'est une espèce de switch à dire que non, les microbes étaient mauvais et donc il fallait éradiquer. Et donc on a été mené tout au long du XXe siècle vers toujours plus de volonté d'asepsie. Et donc, on voulait à tout prix se débarrasser des microbes. Alors, ça change, on le voit depuis quelques années maintenant, avec le microbiote, avec le fait qu'on a des bactéries qui seraient bonnes pour notre santé, etc. Mais toujours est-il qu'il y a quand même cette volonté éradicatrice qui est très présente et qui est due aussi, enfin, selon moi, là, je parle uniquement pour moi, aux conceptions très fortes de l'homme qui serait capable de contrôler et de dominer la nature. Et donc, voilà, pourquoi pas éradiquer. Alors, il se trouve que, historiquement, mais là, Guillaume en parlera mieux que moi, on a un seul exemple d'éradication d'un microbe, qui est celui de la variole. Mais l'OMS, aujourd'hui, continue toujours à parler de programmes d'éradication du VIH, alors même que, là, je me tendrai plus vers toi, mais aujourd'hui, il y a quand même très très peu de gens pour penser qu'on va éradiquer le VIH. Et d'ailleurs, ce qui se passe maintenant, ce sont plutôt, depuis longtemps d'ailleurs, dans le cadre du VIH, des récits de coexistence. On parle de people living with HIV, donc de personnes vivant avec le VIH. Et donc, cette question de l'éradication, en fait, elle est portée par un ensemble de récits. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Priscilla Wald, qui a très très bien décortiqué cet ensemble de récits qu'elle appelle les récits épidémiques, où elle montre comment ces récits, donc le virus qui émerge, qui était tapis dans la forêt et qui saute sur un hôte de manière très opportuniste, et puis qui ensuite comment on appelle ça, dissémine de par le monde, et puis ensuite il y a la résolution de l'épidémie, soit par la disparition du virus, soit par une façon en tout cas de le contenir. Et en fait, elle montre très bien comment ces récits, qui sont aussi des récits, et ça on pourrait y revenir plus tard éventuellement, mais qui sont des récits très virilistes, avec les chasseurs de virus, avec la traque, avec une mise en scène quand même du rapport de l'humain au virus qui est quand même très, très masculiniste. Elle montre comment ces récits sur les microbes et sur les virus ont des effets extrêmement profonds, qui sont d'un côté des effets stigmatisants pour les populations qui sont infectées. Alors, dans le cas du VIH, là c'est extrêmement clair. Mais ils ont aussi des effets quant aux solutions qui sont apportées. Et notamment, en fait, du coup, ce sont des récits qui mettent l'accent sur la question des frontières, la question du contrôle, que ce soit des frontières corporelles ou des frontières étatiques. Alors là, dans le cadre du Covid, je pense que ça a été extrêmement clair. C'est-à-dire, en fait, il faut faire barrage, il faut renforcer l'enveloppe corporelle, il faut renforcer les frontières nationales, il faut éviter les déplacements. Donc ça, c'est un premier plan, et qui est visible aussi aujourd'hui maintenant dans les plans de surveillance et de préparation aux épidémies, dont on a besoin, c'est pas pour remettre cette partie-là en cause. Et l'autre effort, il est porté sur la Big Pharma, en pensant qu'en gros, la réponse va venir de l'industrie pharmaceutique, soit par le biais de vaccins, soit par le biais de traitements au long cours, comme dans le cadre du VIH. Ce que ces récits laissent de côté, c'est pourtant ce qui est fondamental, c'est-à-dire en fait comment à la fois prévenir et prendre en charge ces épidémies, c'est-à-dire toute la question en fait de la santé publique et de qu'est-ce que c'est qu'un système de soins qui fonctionne, un système de soins performant qui puisse prendre en charge les gens au moment propice. Et ça, encore une fois, le Covid a donné de belles leçons là-dessus. On avait un système de santé qui n'était pas à la hauteur. Et le problème n'était pas tant sur la dangerosité du virus en tant que tel. On verra au final quel est le taux de mortalité, mais pour l'instant, il n'est pas si élevé que ça. C'était plus la question de la prise en charge des gens. Et à partir du moment où on était capable de les prendre en charge dans de très bonnes conditions, le taux de mortalité était plus faible. Donc voilà, donc tout ça pour dire que, effectivement, moi, mon point de départ, en tout cas, sur ces virus, mon entrée,
c'est celle de comment on construit d'autres récits. Et on ne les construit pas de nulle part, ces récits. Et pour ma part, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire en tant qu'anthropologue, c'est de fonder ces nouveaux récits sur l'observation fine des pratiques des gens qui sont vraiment en interaction avec les virus, que ce soit les patients, que ce soit les infectiologues, les cliniciens, les biologistes, voilà, l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Voilà. Oui, alors, d'autres récits, moi, j'ai essayé de rêver pendant cette épidémie qu'on traverse ou qui va nous accompagner, à un récit tout nu de l'épidémie, en suivant cela une grande critique intellectuelle qui était Susan Sontag, qui écrivait pendant l'épidémie de sida à New York dans les années 80 son livre sûrement le plus important, La maladie comme métaphore, où elle dit qu'il faut, en tant que malade, mais aussi en tant que citoyenne, essayer de déshabiller la maladie de ses métaphores. Et c'était comme ça d'ailleurs qu'on pouvait mieux guérir, etc. Et en particulier de déshabiller de la métaphore guerrière qu'elle suggère de laisser aux militaires. Et elle disait ça en tant que patiente atteinte d'un cancer, à qui on avait dit il faut te battre, tes petites cellules vont aller mitrailler ta tumeur, etc. Et elle raconte aussi la bêtise d'ailleurs de ces conseils. Mais alors ce récit tout nul est sûrement impossible. Et effectivement, il faut se lancer dans des contre-récits, des autres récits et des récits qui jouent aussi. Je pense que cette métaphore guerrière, on va peut-être la dégonfler comme une bouée en jouant avec. C'est comme ça qu'on dégonfle les ballons d'ailleurs. Alors cette passion éradicatrice, l'autre chose, comme l'a dit Charlotte, je pense que c'est une passion moderne. Il ne faut pas la projeter trop loin dans le passé. Effectivement, quand on relit Pasteur, on s'aperçoit à quel point il y a une vraie finesse écologique dans les écrits de Pasteur et dans les écrits des disciples de Pasteur, des pastoriens, et puis des intellectuels de la première moitié du XXe siècle qui vont parler des maladies à partir de la révolution pastorienne et qui vont souvent avoir une compréhension écologique des maladies. Et puis évidemment, le vaccin lui-même, la technique vaccinale elle-même, c'est une manière de s'appuyer sur les microbes pour les contrôler. Et les pastoriens en sont très conscients. Et historiquement, le moment éradicateur, c'est plutôt la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est une passion qui naît des moyens techniques apparemment stupéfiants qui arrivent pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier le DDT, l'insecticide, qui va permettre, et c'est là où le mot éradication entre dans la santé publique, qui va permettre d'éradiquer localement l'Aedes aegypti, le moustique vecteur de la fièvre jaune en particulier dans certaines zones, en Égypte, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et c'est là où l'éradication devient impossible, et qu'elle s'impose à l'agenda et qu'elle va ensuite s'appliquer à la variole dès les années 50. Et puis, ce qu'on oublie un peu souvent, qu'elle va s'appliquer avec énormément de moyens au paludisme. En particulier en Afrique, avec tout un programme d'aspersion de DDT dans les domiciles. Donc c'est la grande époque de la santé publique coloniale puis post-coloniale qui va visiter les gens en aspergeant les murs intérieurs des maisons de DDT. Et là, les moustiques vont devenir résistants. Tu peux nous dire ce que c'est le DDT, juste Le DDT... c'est salaud, ça. C'est un produit chimique. Il y a 10 dedans, mais... Trichlorotri, je sais pas. Ouais, non, en fait, c'est un organochloré. Voilà, c'est juste, simplement pour dire qu'effectivement c'est un produit chimique dont on connaît la toxicité est avérée, elle a été assez précocement. Alors la toxicité n'était pas avérée au moment où on l'a utilisée. Il y a des célèbres films qu'on montre aux étudiants où on voit les experts américains du CDC qui mangent le DDT à la petite cuillère pour montrer aux indigènes à quel point c'est safe. On ne sait pas ce sont devenus ces experts. Et puis donc le moustique devient résistant. Et avant le moustique, les insectes qui gênaient les gens, et le DDT initialement est accueilli avec enthousiasme. Donc cette éradication, elle a enthousiasmé pas que les experts, mais aussi les populations qui étaient touchées par... Mais ils ont été enthousiasmés avant tout par le fait qu'ils n'avaient plus de fourmis et plus de punaises de lit dans les maisons. Mais le problème, c'est que les punaises et les fourmis sont devenues résistantes avant le moustique. Donc les gens ont commencé à refuser les aspersions de DDT parce que ça ne marchait plus, alors que ça marchait encore sur l'anophèle. Et aujourd'hui, il y a un petit comeback du DDT qui pourrait quand même être utile pour contrôler le paludisme. Mais bref, là, l'éradication
y a un récit qui s'égare en route avec la malaria, et tout le monde sort sur la pointe des pieds du programme d'éradication de la malaria au début des années 60, en gros. Donc c'est un échec qui hante un peu la santé publique et que l'éradication de la variole va venir un peu couvrir. Donc, passion moderne, et la dernière chose que je voudrais dire sur cette passion éradicatrice, c'est que ce que l'histoire nous apprend, c'est que l'éradication, c'est long et surtout vers la fin. Et que le dernier kilomètre de l'éradication, le last mile, comme disent les experts américains du CDC ou de l'OMS, etc., le last mile, il est souvent infini. Et en ce moment, enfin ces 15 dernières années, un des gros enjeux dans la santé publique internationale, c'était l'éradication de la polio, qui est la plus éradicable des maladies. Et donc, il faut éradiquer la polio dans les dernières zones où on a de la polio, qui sont en gros le nord du Nigeria et Pakistan, Afghanistan. Donc, cette éradication de la polio, elle s'est un peu conjuguée avec la guerre contre la terreur américaine au Pakistan, en Afghanistan, avec des travailleurs de première ligne de ces programmes de vaccins. Donc la polio, on a un vaccin, donc il faut vacciner. Et bon, alors c'est pareil, ça, il y a 6 mois, on disait ça, tout le monde ne comprenait pas. Donc il fallait faire du contact tracing, du suivi des cas. Donc des choses complètement banales aujourd'hui. Mais en tout cas, donc, pour faire du contact tracing au Pakistan, quand on est le programme d'éradication de la polio, il faut être très lourdement armé. Et donc on a comme ça, sur ces 10 dernières années, beaucoup d'assassinats de travailleurs de santé publique pakistanais, mais donc qui sont là à la quête d'une éradication, d'une maladie que par ailleurs on pourrait contrôler sans éradiquer, et ce dernier kilomètre, il devient extrêmement coûteux, y compris en vie humaine, y compris en confiance dans les systèmes de santé, etc. Et la petite histoire, c'est que Ben Laden avait été repéré par une fausse équipe d'éradication de la polio. Donc il y a vraiment cette guerre contre les microbes et cette guerre contre le terrorisme s'est confondue là, dans cette histoire d'éradication. Vous m'avez donné déjà, enfin là c'est une première, mais vous m'avez donné plein de billes là, je sais pas par où passer. Du coup, juste une précision, qu'est-ce que tu veux dire pour la polio quand tu dis on peut la contrôler sans l'éradiquer? Parce que ça rejoue un peu ce que Charlotte disait sur le VIH, vivre avec. Qu'est-ce que Alors, vivre avec, c'est-à-dire que... Alors, c'est des choses toujours difficiles à dire, parce qu'évidemment, quand on est celui qui est atteint par la polio ou qui est le papa d'un enfant qui est atteint par la polio, on n'aimerait pas vivre avec. Mais c'est vrai que d'un point de vue, c'est aussi une responsabilité politique d'allouer des ressources et de faire des choix. D'un point de vue de santé publique, quelques cas de polio par an, c'est lourd. Alors, je ne sais pas à quel point aujourd'hui on arrive à contrôler les séquelles de la polio, ce qu'on avait beaucoup de mal à faire quand c'était une maladie importante au milieu du XXe siècle. Mais c'est lourd, mais c'est gérable. D'accord, d'avoir quelques cas par an de polio, il n'y a pas de raison qu'elle se réépidémie si l'essentiel de la population est vaccinée. Et là, ce qu'il faut, c'est vacciner les dernières poches au Nigeria du Nord, Boko Haram, etc., donc dans des zones politiquement très difficiles. Et là, les coûts croissent exponentiellement, en fait, dans ces cas-là. Du coup, moi, il y a juste quelque chose que qu'est-ce qui définit, comment un virus ou une bactérie, parce que tu as glissé ça assez rapidement, Charlotte, avant, deviennent pathogènes s'ils ne le sont pas en tant que tels. Tu disais, un virus, c'est pas forcément dangereux, d'ailleurs, celui-ci, on ne sait pas trop, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un virus, à un moment donné, devient plus dangereux, devient dangereux et potentiellement mortel C'est une question vache. Non, mais quand je disais qu'il y avait des virus qui n'étaient pas dangereux, c'est que, par exemple, pour revenir sur ces virus de bactéries, donc les virus, ils ont des hôtes spécifiques, parfois ils ont des spectres d'hôtes assez larges, parfois ils peuvent sauter les barrières d'espèces, donc ça, c'est les cas qu'on voit dans le cas de grippe aviaire, ou voilà. Mais il faut voir qu'en fait, les virus, c'est l'entité biologique la plus représentée sur Terre. Enfin, aujourd'hui, il y a plus, alors je ne sais pas comment ils font leurs calculs, ce serait amusant, mais il est dit qu'il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles dans l'univers. Vraiment, l'extrême majorité de ces virus n'est pas pathogène, tout simplement parce qu'on n'est pas leur hôte naturel. Et pour parler des bactériophages, qui sont vraiment ceux que je connais le mieux, c'est des virus qui ont pour hôte des bactéries, et vous en avez partout sur vous, en vous, il y en a dans l'air qui se trimballent. Voilà, partout où il y a des bactéries, en fait, il y a des virus bactériophages. Donc ceux-là, ils ne sont pas dangereux. Et ensuite, pour ce qui est de la pathogénicité, là on rentre dans des choses sur lesquelles je ne suis pas particulièrement compétente. Il y a les principes de mutation des virus qui peuvent rendre un virus plus virulent, plus ou moins virulent, mais là, c'est des questions qui sont extrêmement techniques. Il aurait fallu inviter Samuel Alison, je pense, pour les traiter.
Non, mais après, moi j'ai quelques recettes qu'on peut retrouver dans les livres de recettes de Pasteur. C'est-à-dire, on ne sait absolument pas comment un virus devient pathogène. Par contre, il le devient en le devenant. Oui. Et ce que faisaient les pasteuriens à la grande époque du bricolage, c'est qu'on inocule le virus de la rage au lapin, on laisse mourir le lapin, on prend la moelle épinière, on la dessèche, on la mélange avec un peu de formaldéhyde et on réinjecte un lapin. On fait ça 10 fois et une fois sur deux, la virulence du virus augmente, une fois sur deux, elle diminue. Quand ça diminue, vous avez un vaccin. Donc, en fait, c'est ce type de manipulation par inoculation en série qui permet parfois de faire varier la pathogénicité. Et parfois, il est facile de donner un sens en tant qu'évolutionniste à des symptômes provoqués par le virus, typiquement le norovirus des gastro-entérites bloque le transit de l'estomac, donc vous vomissez plus, et donc on comprend comment la pathologie est articulée à la transmission. Donc là, dans ces cas-là, on a des explications évolutives assez intuitives qui permettent de comprendre ça. Mais bon, on peut comprendre a posteriori ce qui rend un virus de la grippe H1N1 plus pathogène qu'un virus de grippe saisonnière, mais c'est a posteriori, quoi. Après, si on s'amuse effectivement dans les élevages de porcs, etc., on a de bonnes chances d'y arriver. Et après, ça peut aussi être quelque chose qui peut être utilisé par l'humain. Donc, comme tu le disais, c'est le cas avec les vaccins. Et dans le cadre de la thérapie phagique, c'est ce qu'on appelle le phage training, c'est-à-dire qu'on prend un virus qui est sensible, une bactérie qui est sensible à un virus, on lui donne ce virus, il va se multiplier, etc. On va refaire un passage. C'est toujours le principe de la répétition. Et au fur et à mesure, il y a des chances qu'à un moment donné, le virus devienne de plus en plus virulent à l'égard de cette bactérie-là. Donc on sait manipuler dans une certaine mesure et avec toutes les précautions ce genre de choses. Mais après... Alors là, du coup, il y a... Tu dis si on s'amuse avec des élevages de porcs, puis aussi toute cette... les virus, finalement, il y a des recettes pour fabriquer des virus plus pathogènes que d'autres. Alors qu'est-ce qui fait, du coup, qu'est-ce qui fait... Mais à partir de... Vous pouvez vraiment partir aussi de vos terrains. Qu'est-ce qui fait qu'un virus ou une bactérie va devenir infectieuse et va produire une épidémie? Puisque ça, c'est un peu le truc, le pitch qu'on a mis dans la discussion. Il n'y a pas donc de virus ou de bactéries mauvais ou mauvaises en soi. Il n'y a que des mauvaises rencontres. Qu'est-ce qui fait une mauvaise rencontre et qu'est-ce qui produit une épidémie? Moi, je pense que toi, tu pourrais raconter le VIH et puis plutôt moi les bactéries antibiorésistantes, peut-être. Deux exemples un peu. Vas-y pour le VIH tant qu'on est sur les virus. Je crois que dans le cas de l'histoire du VIH qui cause le sida, la question change quand on ne pose pas seulement la question de l'émergence du pathogène dans l'espèce humaine, c'est-à-dire sa transmission des singes dont on sait qu'ils sont infectés avec des virus très proches du VIH aux hommes, mais qu'on essaie de comprendre en fait ce qui a permis à ce virus qui est passé chez un homme ou une femme de ne pas tomber dans un cul-de-sac biologique, et donc quelles vont être les conditions d'épidémisation. Donc ça, dans le cas du VIH, la distinction entre l'émergence elle-même et le phénomène épidémique est très importante. Et qu'en fait, ces êtres vivants que sont les virus, ils interagissent avec le reste du monde vivant par ce processus d'essai-erreur. Et ce qui semble être, dans le cas de l'espèce humaine, le facteur limitant, c'est les conditions d'épidémisation. Et ce serait une discussion qu'on pourrait avoir aussi sur le coronavirus. C'est-à-dire qu'on a ces essais-erreurs, certainement, des petites chauves-souris qui nous envoient des coronavirus de temps en temps, ou des bovins qui nous envoient des coronavirus de temps en temps, et de temps en temps, c'est bingo. Et c'est bingo pas forcément parce que le virus était bien préparé biologiquement pour aller s'accrocher à notre protéine membranaire pulmonaire, mais parce que, soudainement, le virus, il est tombé dans un endroit intéressant qui est un abattoir ou une église évangélique, etc. Et donc, cette dynamique épidémique, en fait, alors c'est a posteriori qu'on peut raconter ça, mais un virus naît parce qu'il a réussi, en fait. Et s'il ne réussit pas, en fait, on n'en entend jamais parler. Et donc, en fait, on peut laisser un peu de côté la préadaptation, la question de l'adaptation biologique, qu'on est capable de décrire. Dans le cas du VIH, il y a 2-3 bouts de protéines qu'il faut changer pour bien être transmissible chez l'humain. Mais ce qu'on sait pour le VIH, c'est que ces conditions épidémiques... Alors, pour le dire un peu concrètement, si on a massivement depuis 20 ans été ramasser des crottes de singes et de grands singes dans toute l'Afrique tropicale, et on a trouvé des dizaines et des dizaines de familles de SIV, de virus de l'immunodéficience simienne. Donc on sait qu'il y en a plein.
Et ce que les chercheurs qui trouvent ces virus disent, c'est « oulala, attention, on va avoir le VIH2, 3, 4, 5, 6, l'espèce humaine va être submergée de VIH ». Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que si on prélève toutes les populations humaines de ces régions, et là aussi on l'a beaucoup fait parce qu'il y a des gros enjeux scientifiques et industriels à le faire, on voit qu'on a, en gros aujourd'hui on le sait, on a 5 ou 6 VIH différents qui circulent dans l'espèce humaine, qui ont été transmis indépendamment les uns les autres. En d'autres termes, attraper un virus de singe, c'est assez facile. Mais le mystère, c'est que ces transmissions indépendantes, déjà, il n'y en a qu'une qui a été un grand succès, c'est le VIH1M, c'est celui qui infecte 95% des patients dans le monde. Il n'y en a qu'une qui a été un grand succès, et surtout, ces transmissions, elles ont vraisemblablement tous eu lieu au même moment. Et donc la question, c'est pourquoi à ce moment, pourquoi en Afrique tropicale? Et bon, la réponse est un peu longue à expliquer, on pourra y revenir, mais c'est vraisemblablement des conditions sociales et aussi des conditions en termes de technologie et d'infrastructure, et notamment tout ce qui va permettre des échanges de sang, et en particulier les transfusions sanguines et les injections, qui arrivent au milieu du XXe siècle, qui vont soudainement donner une fenêtre d'opportunité au VIH, qui vraisemblablement a fait un petit jeu de ping-pong pendant des siècles ou des millénaires dans ces régions d'Afrique où les singes et les hommes sont en contact, comme nous, avec les sangliers, quoi. Tu veux venir avec une histoire aussi, Charlotte? Avec une histoire, non, mais autre exemple d'apparition de pathogénicité, c'est Marc-André Sellos en parlait ce matin avec les antibiotiques. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des bactéries qui avant étaient non problématiques et qui sont aujourd'hui hautement problématiques. Et là, l'histoire, elle est très complexe. Difficile à résumer en 5 minutes, mais en gros, voilà, comme le disait Marc-André, les antibiotiques, les bactéries produisent naturellement des antibiotiques et des bactéries sont naturellement résistantes aux antibiotiques qui sont produits par d'autres. Ce qui change principalement dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est la possibilité de produire massivement et donc d'utiliser massivement des antibiotiques en santé humaine, mais en fait, ça n'a pas été là le gros nœud du problème, c'est qu'on les a surtout utilisés en santé animale. Et en agriculture, et donc on s'est mis en fait à inonder la terre avec des quantités incroyables d'antibiotiques. Et il fallait penser, voilà, ce qu'on n'a pas pensé, c'est que le vivant réagit et se laisse pas faire. Et donc on a provoqué des pressions de sélection terribles sur ces populations bactériennes. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que les bactéries n'étaient pas seules, elles ont besoin des virus, bactériophages cette fois-ci, parce qu'en fait les microbes ont une capacité que nous n'avons pas en tant qu'humains. Les humains transmettent leur patrimoine génétique, leur ADN de façon verticale. Et les microbes, eux, ils s'amusent super bien. Et de façon verticale, tu veux dire par la filiation, en fait, des parents aux enfants. Non ? Si, pardon. Moi, c'était juste pour préciser la notion. Excusez-nous. Et donc, les microbes, eux, ils ont la capacité de faire ce qu'on appelle de la transmission horizontale. Donc, en fait, ils se croisent, ils fusionnent, ils s'échangent des morceaux d'ADN. Les virus, dedans, participent aussi à cette histoire. Donc, en fait, un virus va rentrer dans une bactérie, prendre un petit bout de l'ADN de la bactérie, partir dans une autre bactérie, la lui donner, etc. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a eu une dissémination extrêmement forte de ces bactéries qu'on appelle des superbugs. Et pour lesquelles, concrètement, il y a certaines d'entre elles pour lesquelles on n'a plus d'antibiotiques qui fonctionnent aujourd'hui. Je prends un exemple qui, là, une très belle histoire qui est en cours d'écriture, pas du tout par moi, mais par une super équipe de chercheurs au Liban. En fait, les soldats américains sont rentrés avec une infection par une bactérie qui s'appelle Acinetobacter baumannii, qui au départ n'est pas forcément pathogène en soi. Sauf qu'en fait, cette bactérie est devenue résistante à tous les antibiotiques qu'on connaît, sauf, à ma connaissance, à la colistine. Mais même là, il y a des cas maintenant de totirésistance, c'est-à-dire vraiment, même la colistine, qui est un antibiotique super dangereux pour les reins ou le foie, je crois, ne fonctionne plus. Donc cette bactérie, on l'appelle Iraqibacter, puisqu'elle a été attrapée par les soldats en Irak. Et il y a une équipe qui travaille en fait à comprendre comment cette bactérie a acquis tous ces phénomènes de résistance et qui montre que c'est pas du tout, que c'est déjà une acquisition environnementale. Pendant longtemps, les bactéries antibiorésistantes, on pensait qu'elles apparaissaient dans les hôpitaux parce qu'on utilisait plein d'antibiotiques. Et en fait, aujourd'hui, on les trouve dans la nature.
parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent, et y compris, par exemple, dans les zones de guerre, eh bien, on a une dissémination de métaux lourds pendant les bombardements, et les métaux lourds, en fait, sont des facteurs qui permettent d'augmenter l'acquisition de résistance chez les bactéries. Donc on a des histoires qui englobent vraiment tout un tas de choses, qui ne sont pas du tout liées que aux bactéries en elles-mêmes, ou que aux antibiotiques. Voilà, on a vraiment tout ce package à prendre en compte, la façon aussi dont les gens sont soignés en zone de guerre, où en fait, les gens dans les bombardements, c'est un peu trash ce que je vais raconter, je ne sais pas si... Mais en fait, sont contaminés par ce qu'on appelle du shrapnel humain. C'est-à-dire que quand il y a des explosions, en fait, c'est les morceaux d'os des gens qui vont se ficher dans les corps des autres et qui contiennent ces bactéries antibiorésistantes et voilà, et qui disséminent. Donc, c'est vraiment une histoire extrêmement compliquée qui ne se limite pas, voilà, comme le disait Guillaume avec le VIH, c'est pareil, en fait, c'est vraiment multifactoriel. Alors, si je récapitule un tout petit peu, en fait, vous avez répondu à cette question, donc pourquoi les récits ou la métaphore guerrière n'est pas bonne, cette passion éradicatrice. En tout cas, c'est pas qu'elle est pas bonne, oui, elle n'est pas bonne, au sens où elle a des effets effectivement aussi bien sociaux. Je récapitule rapidement: stigmatisation, mise en place de politiques effectivement qui tendent à minorer la nécessité de prendre soin des services de soins, plutôt que de chercher à lutter frontalement, en fait. Donc plutôt accueillir les virus et les bactéries plutôt que de chercher à les combattre. Mais aussi, et là, vous êtes en train de faire le pont, mais juste avant, ça a aussi des effets biologiques, c'est-à-dire qu'en fait, cette métaphore guerrière, cette histoire de lutte contre les microbes a littéralement transformé les microbes. C'est-à-dire avec, il y a au moins deux cas que vous avez mobilisés, peut-être plus, je ne sais plus, mais avec l'antibiorésistance. Donc les bactéries ont appris à résister à ça. Puis aussi la résistance des moustiques, dans le cas de la malaria. Donc là, on a vraiment comment, effectivement, Marc-André Sellos parlait ce matin, je crois, de mur de pression sélective. Je crois que c'est ça l'expression qu'il utilisait. Et là, on voit comment, effectivement, du coup, le vivant répond à. Et ce que vous opposez, je fais un petit point récapitulatif avant de passer à la suite, d'une certaine façon, c'est aussi des histoires plus concrètes, plus maladroites, d'une certaine façon, un peu moins... et ça, c'est très clair dans vos travaux. D'ailleurs, j'en profite simplement pour dire que j'ai oublié de dire deux choses importantes. Si vous voulez lire Guillaume et Charlotte, Charlotte a écrit très récemment deux articles que vous trouvez en ligne dans des revues gratuites, donc la revue Terrestre et le journal Le Média. Donc, je vous invite vraiment à lire ces deux articles, puisqu'ils récapitulent pas mal de choses qu'on est en train d'aborder là. Et Guillaume, on peut te retrouver tous les mois aussi dans une chronique historique dans le journal Libération. Et effectivement, il y a 2-3 sorties là sur la pandémie qu'on peut y lire. Et tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, effectivement, par quoi remplacer ces métaphores guerrières? Donc déjà par des récits un peu moins tonitruants. Et tu dis d'ailleurs, Guillaume, dans une de tes chroniques de Libération, il faudrait peut-être... Alors il y a deux choses. Tu en appelles à une cure de silence. Je crois que c'est la première chronique sur la pandémie. Je ne suis pas sûr où la deuxième. Et la deuxième, c'est de dire cesser d'interpréter le virus et tenter d'envisager la manière de considérer la manière dont le virus nous interprète. Donc si j'en viens à ça, d'une part, c'est que pour moi, je trouve que on en a parlé un tout petit peu avant, je trouve que voilà, c'est une expression séduisante, mais vraiment au sens positif du terme. Je dis pas ça mais j'aimerais bien savoir ce que tu veux dire par là. Et du coup, je pose tout de suite la deuxième question, parce qu'en fait, ça vous permettra peut-être de rembrayer. Donc, si ces récits guerriers, etc., sont problématiques, et maintenant, je crois qu'on a compris pourquoi, aussi bien d'un point de vue social que biologique, là, on voit très bien comment tout ça s'en mêle, et qu'encore une fois, ces récits n'ont rien d'innocent. Par quoi les remplacer? Comment vous vous débrouillez, vous? Quel type d'autres histoires vous mettez en œuvre? Et donc, et c'est là que moi j'articule ce que tu as écrit, Guillaume, avec considérer que le virus nous interprète plutôt que de l'interpréter. Enfin, comment tu te débrouilles avec ça, du coup, dans tes histoires que tu fabriques pour rendre compte de tout ça? C'est une bonne question. Alors, bon, c'est un texte que j'avais écrit assez tôt dans l'épidémie. C'est un texte du mois de février, bien avant le confinement et bien avant que ça devienne aussi un objet aussi important. Mais déjà à l'époque, c'était assez agaçant de voir à quel point il y avait quelque chose de la révélation dans ce virus qui venait en fait expliquer. Il y avait une sorte de surenchère dans l'interprétation de cette pandémie qui à l'époque, c'était la pandémie de l'autoritarisme chinois, etc. Alors aujourd'hui, ça fait sourire, mais c'était à cause de ça. Puis après, c'était évidemment à cause
de l'écologie. Enfin bon, voilà. Et donc, voilà, il y avait la revanche de la Terre, etc. Et donc, moi, justement, en revenant à Susan Sontag, je disais que ce travail du sens est déplacé. Et c'est Susan Sontag qui le dit très bien en parlant du sida. Elle parlait qu'on pourrait avoir au moins le mince réconfort que cet apocalypse n'ait pas de sens. Parce qu'à l'époque, le sida, c'était la punition morale aussi. Hein. Et donc, je disais ça, et en inversant et en regardant le travail du... Alors, c'est peut-être une provocation qu'il faudrait lancer des philosophes de la biologie là-dessus, mais d'essayer de voir le travail du sens et d'interprétation dans l'évolution et dans l'évolution darwinienne. Et voilà, c'est comme ça. C'est une suggestion à laquelle j'ai pas complètement de réponse, mais on sent bien qu'il y a quand même ce processus d'essai-erreur des êtres vivants qui nous entourent, qui tentent leur chance, quoi. Et voilà, la difficulté, je pense aussi pour la santé publique, c'est d'avoir une réponse de santé publique qui tienne compte de ces capacités d'initiative du virus. Et moi, l'analogie à laquelle je pensais cet été, parce qu'on a un été à guêpes, comme vous l'avez remarqué, en particulier dans tout le sud-est, on a beaucoup de guêpes parce qu'il n'y a pas eu d'hiver. Et quand on est face à une guêpe qui vient tourner autour de notre table, il y a l'option éradicatrice, qui est généralement celle du père de famille un peu expérimenté, donc qui a ses trucs, qui explique comment la tuer d'un coup de couteau, etc. Il y a l'option un peu panique. Les deux premières options sont en fait les plus risquées. Et puis il y a l'option on ne bouge plus, on ne fait rien, ce qui est aussi problématique parce qu'on ne peut plus manger. Et puis il y a l'option du tact, qui va être de montrer à la guêpe le chemin de la sortie, ou d'essayer de faire comprendre à la guêpe qu'on n'est pas si intéressant que ça, qu'en fait, ce jambon, surtout, il va bientôt disparaître, et puis ça sera fini. Et donc voilà, c'est essayer de penser une santé publique avec ce type de tact. Alors voilà, c'est un vaste programme, mais arriver à traiter nos virus comme des guêpes et à leur montrer le chemin de la sortie. Pas grand-chose de... C'est vrai que là, tu nous sèches un peu. Hein. C'est presque la conclusion, mais non. Du coup, sur cette histoire des contre-récifs, parce que, en fait, je ne sais pas si je peux te lancer là-dessus, tu iras où tu veux aussi, Charlotte, mais tu as aussi quand même mentionné au tout début de la discussion le caractère parfois viriliste des histoires masculinistes, avec les métaphores de chasseurs, etc. Alors, comment on pourrait raconter ça autrement, et quel serait l'intérêt de raconter ça autrement ? Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire dans le cadre des bactériophages, mais ça s'y prête très bien aussi. Enfin, les bactériophages sont géniaux parce qu'ils se prêtent bien à tout un tas de choses. Si tu veux faire un détour, parce que c'est prévu de toute façon dans la discussion, hein, mais sur la thérapie phagique maintenant, parce qu'en fait je me rends compte qu'on en parle depuis un petit moment sans forcément trop expliquer ce que c'est, pour ensuite... Peut-être déjà expliquer comment fonctionnent les phages et les bactéries entre eux, et puis... non, parce que en fait, c'est de là que part, en fait, je pense, la nécessité de dégenrer, en fait, un peu les récits sur les virus, parce que, en fait, quand on parle de virus, de façon classique, dans la science faite, et c'est là où je vais faire une différence vraiment entre ce qui se raconte dans les manuels, ce qui se raconte dans les colloques à destination du grand public, et ce qui se passe véritablement dans les laboratoires. Quand on entend parler des virus, alors on a un virus qui va cibler son hôte, qui va se coller après, qui va injecter son ADN à l'intérieur de la cellule, qui va en fait vraiment faire un viol de cellules, qui va l'exploiter à fond et ensuite qui va l'éclater pour continuer son chemin un petit peu plus loin. Donc, bon, déjà, on a cadré le débat de façon un petit peu... ça, c'est pas la thérapie phagique. Ça, c'est la façon dont on parle des virus, que ce soit des virus qui ont pour hôte des humains, ou des animaux, ou des bactéries. C'est vraiment le système classique, en fait, le virus a une cible, il s'accroche à sa cible, il injecte, il détruit, quoi. Et du coup, on a quand même beaucoup d'exemples. On a eu des travaux formidables dans les études sur les sciences et les techniques, notamment par des chercheurs féministes, qui se sont énormément intéressés à ce rôle des métaphores dans le vivant et aux effets que ces métaphores produisent dans la production des savoirs et donc dans les réponses qu'on va apporter, en fait, aux problèmes. Et notamment, une anthropologue comme Émilie Martin a travaillé sur l'immunologie et sur la reproduction sexuée. Elle a écrit un article qui est absolument formidable, qui en français s'appelle « L'œuf et le sperme », et où elle raconte comment pendant des années, la recherche en fait, sur la reproduction a été bloquée par le postulat que l'œuf féminin, l'ovule,
attendait passivement que son prince charmant extrêmement vaillant bataille un peu avec ses congénères pour pouvoir aller la féconder. Voilà. Et en fait, on sait maintenant que c'est complètement faux, que l'ovule est tout aussi actif que le spermatozoïde et qu'il s'agit bien plus d'une danse que vraiment d'un prix, une fois de plus, à gagner, quoi. Et en fait, on peut faire exactement la même chose avec les virus, parce que si on regarde comment les virus interagissent avec les bactéries, ou même avec les cellules humaines, on en a des tas d'exemples, y compris dans nos gènes, et on pourra y revenir, mais enfin, on est là parce qu'à un moment donné, il y a un virus qui est venu s'insérer dans l'ADN d'un ancêtre lointain. Les virus, quand ils rencontrent les bactéries, ils ont plusieurs façons d'entrer en relation avec eux. D'abord, des fois, ils ne vont pas rentrer dans la bactérie parce que ça ne les intéresse pas, ils ne trouvent pas le récepteur, etc. Et quand ils vont rentrer dans la bactérie, ils peuvent avoir différents types de comportements. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont effectivement dire « Allez hop, c'est la fête, j'ai besoin de me répliquer, donc je prends tout ce que la bactérie me donne et je me sers de la bactérie comme une sorte de matrice. » Et alors c'est là où je change de discours. C'est qu'en fait, non, je ne tue pas la bactérie, je m'en sers comme d'une sorte de matrice productrice. Je prends ce qu'elle a à m'offrir, je me transforme par la même occasion et je repars dans l'environnement à la rencontre d'autres bactéries. Ça, c'est une première possibilité. Et c'est la possibilité qui est exploitée dans la thérapie phagique, puisqu'effectivement, la bactérie, à la fin, elle n'existe plus. Mais le virus peut aussi dire je suis bien ici et on peut entrer en relation autrement. Et donc, il va intégrer son ADN dans l'ADN de la bactérie. Et il va rester là sous forme de ce qu'on appelle des prophages. Et il peut rester là pendant très longtemps. Et en fait, beaucoup de bactéries ont des prophages. Et il faut savoir qu'à un temps T sur Terre, 40% des bactéries sont en fait infectées. Alors, habitées, peut-être, ce serait plus juste, du coup, si on veut essayer de commencer à parler autrement, par des virus. Et ces virus, quand ils s'intègrent dans la bactérie, en fait, ils leur offrent des nouvelles compétences qu'elles n'avaient pas forcément auparavant. Et donc, c'est aussi une façon pour ces bactéries, par exemple, de devenir plus adaptées à l'environnement ou de survivre, par exemple, à une augmentation de température ou à un changement dans les conditions de pH ou de salinité ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est une autre façon. Si on garde en tête en fait ça, on peut très bien dire que les virus ne sont pas des tueurs de bactéries, comme c'est régulièrement dit, notamment dans le cadre de la thérapie phagique. Mais en fait, les virus sont des partenaires naturels des bactéries avec lesquels en fait ils ont cette espèce de danse sans fin où le virus apporte des choses à la bactérie apporte des choses au virus. Et si ça peut paraître un peu abstrait pour les bactéries ou peut-être trop facile à voir comme ça, on a l'exemple dans le génome humain, on a 8% de notre ADN qui est d'origine virale. Qu'on appelle du junk DNA ou de l'ADN poubelle, en fait, parce qu'on considère qu'a priori, ça ne sert à rien. Peut-être qu'on n'a pas encore assez cherché, ça c'est une possibilité. Mais il se trouve que parmi, en fait, cet ADN d'origine virale, on a un gène qui code pour une molécule qu'on appelle une syncytine, et qui est une molécule qui est absolument nécessaire pour la placentation chez les mammifères. Et donc, l'histoire qui se dessine, c'est que dans un point éloigné dans le temps, à un moment donné, un de nos ancêtres a fusionné avec un virus, et ce virus lui a donné la possibilité en fait de devenir autre chose, et donc notamment la possibilité de créer du placenta et donc créer le règne des mammifères. Voilà, donc ça c'est des histoires qui pour moi n'ont rien à voir avec des histoires de guerre ou d'éradication, ce qui ne veut pas dire par ailleurs que des fois il ne faille pas lutter activement contre les virus, mais c'est juste une façon de dire qu'il y a beaucoup d'autres façons de cadrer les choses. Et là, je pense qu'on est extrêmement redevable pour ça, effectivement, et je le redis parce que je pense que c'est très important, aux épistémologies féministes notamment, ou à des écrivaines, je pense à Ursula Le Guin notamment, qui a très très bien montré, Haraway en reparle aussi dans son livre, comment on avait en fait tous les discours qui étaient centrés principalement sur la chasse virile, sur l'utilisation d'objets longs et durs, sur le sang, il faut des héros, quoi. Et en fait, non, on n'a pas besoin de héros, c'est complètement faux. On a besoin de chasseurs, on a besoin juste de prendre très clairement conscience qu'on coexiste, quoi qu'il en soit, en fait. On n'a pas le choix. Et en fait, plutôt que de faire malgré la situation, il faut faire activement avec. Et donc là, ça amène plutôt sur des questions plus politiques, mais voilà. Ouais, c'est une bonne conclusion aussi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je prends sérieusement mon pied. Et donc, en fait, je crois on commence à se débarrasser un peu tout doucement là de ces récits guerriers, etc. Et on a quelques éléments justement pour les remplacer par des récits bien plus intéressants. Et quand je dis, aussi bien cette histoire d'apprendre à l'abeille à montrer le chemin à l'abeille et à lui montrer qu'on n'est pas si intéressant que ça, que toutes ces histoires que tu viens de nous raconter là, Charlotte.
Voilà, tout ça pour nous amener peut-être à un autre point, parce que là je vois le temps qui passe quand même. Un autre point que j'aimerais absolument qu'on aborde ensemble dans cette discussion encore, et qui d'une certaine façon prolonge ce que vous venez de dire, puisque là on se rend compte encore une fois, nos histoires ne sont pas innocentes, la manière dont on appréhende, raconte les choses ont des effets mais très concrets, et on les a abordés, les effets biologiques. Et tous les deux, de façon un peu différente, en fait, vous intéressez non seulement effectivement à d'autres modes de cohabitation, de coexistence, hein, que des modes guerriers, etc., avec les micro-organismes, mais vous vous intéressez aussi à ce qu'on pourrait appeler la manière dont on co-évolue avec eux. Et alors là, pareil, je pose les questions en même temps, hein, pour tous les deux, puis vous vous débrouillez pour vous passer la parole. Alors toi, Guillaume, tu travailles notamment avec des biologistes qui spécialisent de la phylogénie. Tu pourras nous dire rapidement ce que c'est aussi. Et en fait, tu t'intéresses à la manière dont les vivants... comment on peut considérer les vivants comme des archives finalement biologiques, c'est-à-dire comment effectivement ils contiennent, ils héritent du passé, l'histoire est devenue biologie. Là, on a cité deux chercheuses là, Priscilla Wald, c'est ça, et Émilie Martin. Je crois qu'on peut en citer une autre, un article vraiment extraordinaire qui sera bientôt traduit l'année prochaine, enfin au début de l'année prochaine, c'est sûr, d'une chercheuse américaine qui s'appelle Anna Landecker, qui a cette jolie expression. En fait, elle dit on passe de l'histoire de la biologie, comment raconter l'histoire de cette discipline, etc., à la biologie de l'histoire. C'est-à-dire comment nos histoires, et l'histoire aussi avec un grand H, même ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, ça, littéralement transforme le vivant et s'inscrit dans le vivant. Et toi, Guillaume, donc, tu travailles avec des chercheurs qui apprennent à lire ces histoires, inscrites dans les virus. Alors j'aimerais que tu nous dises comment tu travailles avec eux, puis qu'est-ce que ça te permet de... Comment en fait ça transforme, informe ta pratique d'historien. Et Charlotte, du coup, toi, tu as, en fait, es en train de fabriquer un peu une notion, tu n'es peut-être pas obligé de la développer ici, tu te débrouilles aussi avec ça, mais de micro-géohistoire. C'est-à-dire comment les phages, ton travail avec les phages et sur les phages, t'a conduit justement aussi à appréhender la façon dont les phages ont littéralement inscrit dans leur ADN ou, les contextes micro-géo-historiques dans lesquels ils se trouvent, et à quel point en fait prendre en compte ces contextes est devenu ou est en passe de devenir nécessaire pour bien soigner avec les phages. Alors, les histoires de phylogénie moléculaire ou d'épidémiologie moléculaire, c'est pareil. Il y a 6 mois, il aurait fallu prendre un quart d'heure. Aujourd'hui, c'est des choses dont on a beaucoup entendu parler. La presse en a beaucoup fait écho, puisque cette épidémie de coronavirus, moi, ça m'a émerveillé au départ, à un moment où ça restait quand même une curiosité pour spécialistes de Wuhan, disons. Ce qui était extraordinaire, c'est que le génome du SARS-CoV-2 a été... Enfin, l'alerte, c'est l'alerte mondiale, disons, c'est le 31 décembre. Je crois qu'au 12 janvier, on avait un génome publié en open access sur Internet. Et au 29 juillet, j'ai regardé hier, au 29 juillet, on a 70 000 génomes de SARS-CoV-2 en open access sur Internet. En 5 minutes, on peut les télécharger. Et dans son garage, en téléchargeant des logiciels qui sont aussi en open source, donc s'amuser à étudier les relations de parenté entre ces 70 000 coronavirus qui sont sur la planète. Donc en biologie, de ce point de vue-là, les geeks ont pris le pouvoir, et c'est assez extraordinaire de suivre cette communauté qui sont des gens qui viennent du développement informatique et des maths, en fait, qui ont mis au point des outils qui ont leur propre logique évolutive, d'ailleurs, qui mutent, etc., mais qui sont extrêmement utiles pour retracer les épidémies. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que paradoxalement, dans le cas du coronavirus, les résultats ne sont pas très intéressants, parce que le coronavirus, c'est un virus qui mute très peu, qui a une partie de son génome qui lui sert à corriger ses erreurs de réplication. Donc c'est un virus très sûr de lui, ou peut-être bête, qui mute très peu. C'est 1 à 2 mutations par mois. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 30. C'est-à-dire qu'on a des arbres qui sont très mal résolus. Il y a plein de branches, on ne sait pas trop qui est l'ancêtre, parce qu'il y a très peu de mutations. Les premiers arbres qui sont sortis ne ressemblent à rien, c'était tout plat. On ne pouvait pas savoir qui était là avant l'autre. Donc les résultats ne sont pas extraordinaires, mais par exemple, il y a eu une étude sur l'épidémie de Grande-Bretagne qui montre, par exemple, que les 3/4, alors déjà qu'il y a eu de très nombreuses introductions du virus en Grande-Bretagne, scoop, mais que les 3/4 de ces introductions viennent de France, d'Espagne et d'Italie, et qu'en fait, il y a un tout petit nombre, c'est de l'ordre de 5%, qui viennent de Chine. Donc ce virus
qui venaient d'ailleurs, etc., en fait, il a beaucoup bougé par proximité. Donc c'est plus un virus d'EasyJet que de China, container, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a un potentiel. En fait, c'est ce qui m'intéresse dans cette phylogénie moléculaire, c'est qu'elle raconte une histoire. Donc, quand on étudie les relations de parenté entre les virus, maintenant on sait très bien, à partir de ces relations de parenté, dater tout ça, parce qu'on a du signal temporel dans ces phylogénies. Si les virus ont été prélevés, même pour le VIH, à quelques jours d'intervalle, vous pouvez suivre une évolution. Donc on peut dater tout ça, et on peut écrire une histoire qui n'était pas déjà connue. Et ça, en fait, c'est pas si facile pour un historien. Un historien, quand un étudiant va demander un sujet de master, on dit « Oh, allez travailler sur machin truc sous Louis XIV, etc. » En fait, on connaît déjà les bornes de l'histoire qu'on veut raconter, et puis on lui demande d'aller creuser un peu dans les archives. Cette histoire moléculaire, en fait, elle donne accès à une part du passé qui n'est pas représentée a priori. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup dans la presse de toutes les découvertes de l'ADN ancien, etc., parce que ça nous raconte une histoire qui est racontée sur un autre plan. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche, extrêmement prometteur pour les historiens et les sciences sociales aussi, parce que c'est vrai aussi d'histoire en temps réel et de la manière dont ces virus tracent des liens sociaux, constituent des collectifs, etc., qui, là encore, ne sont pas connus a priori. Tu peux juste prolonger aussi un peu du coup cette histoire, parce que là on l'a pas cité encore, mais il y a le livre de Jacques Pépin notamment qu'on peut retrouver là-bas, et comment en fait la phylogénie a permis justement de réécrire et de comprendre autrement l'histoire du VIH, et comment, parce que je sais que tu as aussi, t'as aussi travaillé là-dessus, et comment en gros le matériel assez classique de l'historien, l'archive papier entre guillemets, se croise avec ce type d'archive du vivant. Ouais. Alors, le VIH, c'est un très très bon client pour la phylogénie moléculaire parce que c'est l'entité biologique qui mute le plus au monde, je crois. Je ne crois pas me tromper, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, ça mute 107. Quelques heures après l'infection, on a déjà des sous-populations de virus dans l'organisme infecté qui sont différenciées. Finalement, il y a une sélection darwinienne à l'échelle de l'organisme. Ce n'est pas du tout le cas du coronavirus qui, généralement, va pas muter jusqu'à la fin. Et donc le VIH, ça a une très bonne résolution temporelle, et c'est comme ça qu'en faisant les arbres généalogiques des virus de singes, des virus humains, on peut dater ces événements de transmission indépendants à, en gros, une trentaine d'années au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Donc on sait que singe et homme avaient un ancêtre commun, enfin virus de singe et d'homme avait un ancêtre commun à ce moment-là qui est passé d'une espèce à l'autre. Donc ça, c'est la datation. Et après, les mécanismes biologiques, il y a un autre virus qui est très intéressant dans cette histoire, et c'est là-dessus que j'ai un peu travaillé avec des chercheurs de Pasteur et que Jacques Pépin a aussi retracé. Ce qui est le virus très intéressant, c'est le virus de l'hépatite C, qui est un virus dont on espère d'ailleurs l'éradiquer un peu parce qu'on a des très bons médicaments maintenant, très bons antiviraux. Ce virus, c'est un virus qui cause le cancer du foie, c'est un méchant virus, mais c'est un virus qui est transmis exclusivement par le sang. Donc en Europe, c'est essentiellement chez les usagers de drogue ou des accidents médicaux, des médecins qui travaillent mal, etc. Il y en a. Ce qui a beaucoup intéressé les virologues qui travaillent en Afrique centrale, là où le VIH a émergé, c'est qu'on a une épidémie d'hépatite C qui est très importante chez tous les vieux, toutes les personnes âgées qui sont nées en gros avant les années 50. Et alors là, c'est là où il y a une jolie énigme, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant les années 50 qui fait qu'on a jusqu'à 50% de séroprévalence, donc la moitié des gens qui sont touchés par le virus, plus tous ceux qui sont morts du virus. Ça fait énormément de monde. Donc on avait une période de grands échanges sanguins si vous êtes né avant les années 50. Et là, la corrélation est assez tentante avec ce qu'on trouve dans les archives, c'est que c'est en gros la période de la médecine coloniale avec des efforts considérables qui sont menés pour éradiquer la maladie du sommeil à l'époque, avec des campagnes qui vont concerner l'intégralité des populations, qui vont être dépistées avec des gestes où on va prélever du sang, etc., des gestes invasifs, et soumis à des injections, avec des procédures de stérilité qui étaient les plus précautionneuses possibles, mais dont on sait aujourd'hui qu'elles ne suffisaient absolument pas à ne pas transmettre ni l'hépatite C ni le VIH. Et c'est comme ça, et c'est Jacques Pépin le raconte très bien, qu'on a compris comment les interventions médicales ont fait la courte échelle au VIH, et la trace de ça, c'est l'hépatite C, qui est un virus sur lequel on ne peut pas se tromper parce qu'il passe que par le sang. Les campagnes comme ça médicales ont vraisemblablement aidé le VIH à devenir épidémique. Et on sait, si on fait tourner des modèles informatiques, le VIH, c'est un virus qui
se transmet assez mal sexuellement, c'est-à-dire que vous avez relativement peu de chances à chaque rapport d'attraper le virus, et donc, alors que la probabilité par accident sanguin est beaucoup plus élevée. Et donc ça a permis d'installer la masse critique en gros de personnes infectées pour qu'ensuite le virus puisse se débrouiller tout seul dans l'espèce humaine. Mais ça, voilà, la phylogénie permet de raconter cette histoire, et là encore de tourner le regard vers des choses qu'on ne voyait pas forcément dans les archives, qui sont des gestes apparemment très ordinaires, d'injection, de stérilisation, etc. Et donc tout ça, c'est des nouvelles questions. On va dans les archives avec un regard neuf, et c'est un regard qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas été discuté avec les phylogénies moléculaires. Donc c'est un réservoir aussi de questions pour les historiens. Il ne s'agit pas de dire que la biologie a une vérité supérieure ou va permettre de clore tel ou tel débat, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la biologie nous pose des questions, des énigmes, dirait Vinciane Després, qui nous mettent en mouvement vers d'autres questions, etc. Et c'est ça qui est joli dans ce dialogue, je trouve, avec les biologistes. Ouais, je te relance et je reprécise la question, du coup, Charlotte. Sur la microgéohistoire. Sur la microgéohistoire, ouais. Oui, alors moi je travaille vraiment donc sur les phages. Maintenant, je pense que tout le monde l'a compris, et je travaille sur l'utilisation des phages pour traiter les infections bactériennes qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Et là, la question se pose un petit peu autrement et amène à d'autres types de questions aussi. C'est que en fait, les phages, vous les trouvez partout. Mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'on pourrait appeler des banques de bactériophages. Les bactériophages, en fait, ils sont très spécifiques. Ils vont attaquer qu'une seule espèce bactérienne, et même pas l'intégralité de l'espèce bactérienne, mais certains variants génétiques seulement d'une espèce. Donc, mettons que vous avez un Staphylococcus aureus, on va avoir des phages qui vont marcher sur ce staph, qui ne marcheront pas sur celui de votre voisin, etc. Donc, qu'est-ce que sont en train de faire les chercheurs et les cliniciens à l'heure actuelle? Ils sont en train de constituer ce qu'on appelle des banques de bactériophages. Et alors, pour ça, il y a un endroit super, c'est les eaux usées. Donc les stations d'épuration, les lacs, les canalisations d'eau usée, enfin tout y passe, parce que ce sont des eaux riches en bactéries. Et si elles sont riches en bactéries, elles sont riches en bactériophages. Donc les gens vont récupérer ces virus, et ensuite ils passent en laboratoire, ils récupèrent les virus qu'ils trouvent comme étant actifs sur telle ou telle bactérie. Ils vont les caractériser, dire voilà, il est très actif sur telle bactérie, il a telle forme, il a tel génome, on les séquence, etc. Et ensuite, on va les stocker. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, un bactériophage, mais en fait, comme tout virus, en fait, par définition, ça bouge tout le temps. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est de figer les virus dans la forme qu'on leur a donnée, parce que là, on est sûr de ce qu'on a dans notre petite fiole. Voilà, le virus, il est défini, on connaît son ADN, etc. On sait qu'il est efficace sur telle ou telle bactérie. C'est un peu compliqué de développer le concept de microgéohistoire ici, mais pour peut-être faire très vite, la bactérie qui est utilisée, c'est celle d'un patient. Ouais, la petite histoire de Lausanne. Oui, ben voilà. Donc en fait, quand j'étais à Lausanne, j'ai fait un terrain dans un laboratoire de biologie qui fait ces banques de phages. Et donc l'équipe du laboratoire, quand je suis arrivée, venait de recevoir 2 souches de bactéries prélevées sur un patient dans un CHU en France, pour lesquelles aucun antibiotique ne marchait. Et donc les médecins avaient envoyé des souches bactériennes dans 7 ou 8 laboratoires en Europe pour dire est-ce que vous avez des phages, est-ce que vous avez des phages. Personne n'en avait, sauf le laboratoire de Lausanne. Et il se trouve que l'explication qu'ils donnent, c'est qu'ils avaient des phages parce qu'en fait, ils ont fait le prélèvement de leur eau usée relativement proche de l'endroit où le patient a été infecté. Et donc, en fait, c'est leur explication à eux pour dire qu'il y a une coévolution constante des phages et des bactéries, et donc que les phages qu'on isole à un endroit ont plus de chances de marquer sur les bactéries qui sont à cet endroit-là que sur celles des États-Unis, par exemple. Voilà, donc c'était en ça. En fait, microgéohistoire, c'est pas très intéressant ici, parce que c'est un petit peu trop long à développer, mais en tout cas, en fait, moi je parlais de microgéohistoire pour dire qu'à un moment donné, on signale à un temps T, qui est la rencontre entre le phage qu'on a prélevé à un endroit, la bactérie qui a été prélevée sur un patient et l'humain. Et en fait, on se débrouille pour qu'il y ait un accord parfait entre ces 3 entités pour que le soignant puisse être guéri. Voilà. Mais ce qui est plus intéressant sur le vivant, ça je sais pas, on peut peut-être arrêter, je ne sais pas du tout où on en est. Non, parce que vous m'avez déjà piqué ma conclusion à 2 reprises, donc je commence un peu à être... Non, c'est juste qu'en fait, on peut partir sur la question aussi, des questions qui sont plus politico-économiques et sur les modèles de développement. Voilà. C'est qu'en fait, il y a 2 façons aujourd'hui de faire de la thérapie phagique. Il y a ce qu'on appelle le sur-mesure, c'est-à-dire ce que je viens de décrire. On a un patient qui est malade, on va aller chercher dans l'environnement un phage,
On va le développer, le purifier, etc. On va soigner ce patient avec. Alors, des fois, on utilise plusieurs phages pour être sûr que la bactérie ne résistera pas, parce que bien sûr, la bactérie, elle peut aussi décider qu'elle va se faire une petite mutation et puis elle ne va pas avoir envie de rentrer dans cette danse-là avec le virus. Et donc ça, c'est une approche sur mesure qui est celle qui est pratiquée volontiers aujourd'hui dans les hôpitaux et privilégiée par les infectiologues. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'approche prêt-à-porter, qui est en fait de faire des phages un énième antibiotique, c'est-à-dire de dire, bah non, en fait, on ne va pas traiter au cas par cas parce qu'on ne peut pas rentabiliser. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des cocktails de phages. Donc, on va prendre plein de phages qui sont actifs sur les staphylocoques, par exemple, et on va tout mettre dans une fiole. Et puis, comme ça, on pourra traiter massivement les patients. Et là, ça pose deux problèmes principaux qui nous ramènent finalement à nos histoires de mutations, de coévolution, etc. Le premier, c'est qu'on n'a aucune idée, tout comme on n'avait pas d'idée pour les antibiotiques, mais maintenant au moins on est au courant, donc on ne peut pas faire semblant. On n'a aucune idée de ce que pourrait provoquer au niveau environnemental un relargage massif de bactériophages. Après tout, on pourrait avoir des superphages, on pourrait, voilà. Donc ça pourrait être le premier point. Le second point, qui est beaucoup plus lié à l'économie même du médicament, c'est que ces phages, l'idée, c'est bien entendu de les breveter, de les marketer et de les vendre à des prix complètement délirants, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, d'abord, ça coûte pas grand-chose à produire et que, en fait, selon les estimations de l'OMS, alors les chiffres sont toujours critiquables, bien évidemment, mais l'OMS parle de 10 millions de morts en 2050 dues à des infections antibactériennes, à des infections bactériennes antibiorésistantes, pardon. Ces infections, elles seront principalement dans les pays des Suds, là où on a des systèmes de soins qui sont pour l'instant pas suffisamment performants, et où il y a d'autres problèmes dont on parlait tout à l'heure avec Iraqibacter, etc. Et donc laisser ça aux mains en fait de la Big Pharma, c'est s'assurer qu'on va une fois de plus reconduire les inégalités d'accès face aux soins. Donc voilà, et donc l'idée du projet, c'est effectivement ça, c'est d'accompagner, alors c'est pas moi, hein, c'est vraiment tous les gens avec lesquels je travaille, qui sont en train de réfléchir en fait à des modèles de production publique, voilà, pour ne pas laisser en fait ce potentiel, voilà, qui est vraiment un potentiel pour le coup. Je repense à ce que disait Marc-André Sellos ce matin, c'est-à-dire vraiment utiliser l'évolution, voilà, dans le meilleur sens possible pour nous. Voilà. Bim, on n'est pas loin là. Du coup, si je récapitule un peu, moi j'aime bien faire ça. Hein. Je suis protestant de formation, je le dis souvent ça aussi dans des discussions ou de conférences. Donc il faut un peu d'ordre, sinon je me perds, un peu de discipline. Donc si on prend au sérieux la coévolution, si on vous lit, on vous écoute, d'une part, si j'ai bien compris, hein, ça renouvelle assez sérieusement et de manière hyper intéressante la pratique d'historien, aussi la pratique d'anthropologue, parce que plutôt qu'effectivement de s'intéresser aux seuls humains, on va aussi s'intéresser à la manière dont ils travaillent avec d'autres créatures, d'autres vivants. Et ça remet sérieusement en question aussi, parce que là, il y a quand même graduellement, on en est arrivé à des questions un peu plus politiques, hein, pour le dire clairement. Les modes de gouvernement, hein, des pandémies ou des épidémies, les politiques de santé publique, hein, donc encore une fois, plutôt que de lutter contre, apprendre à accueillir, et ça veut dire quoi ? De prendre ça au sérieux. Mais aussi manière d'en parler, on est parti de là, hein, je crois qu'aussi on sent maintenant, apprendre à parler. Moi j'aime beaucoup, il y a une petite... c'est Nastasia Martin dans Les âmes sauvages qui raconte à un moment une anecdote, et elle dit, avant de partir, il ne faut pas parler des animaux trop fort, sinon ils risquent de nous entendre. Mais j'ai envie de dire, apprenons aussi d'une certaine façon à être un peu plus sobre dans la manière dont nous parlons des microbes, parce qu'ils nous entendent. Et quand ils nous entendent, ils se transforment, et pas toujours pour notre bien collectif. Donc manière d'en parler, les imaginaires, hein, dans lesquels on est embarqué et qu'on convoque, donc ça modifie tout ça, hein, si on prend au sérieux la coévolution. Ça remet sérieusement en question aussi l'infrastructure de production d'agents thérapeutiques qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc on voit en fait là encore une fois à quel point prendre au sérieux la coévolution du vivant et on s'embarque dans cette histoire-là, et ça modifie pas mal de choses dans ce qu'on pourrait entendre par politique, hein, mais au sens vraiment dense, hein, puisque ça embarque au moins toutes ces dimensions. Et donc c'est là que je pense on va pouvoir ouvrir la discussion au public, à moins que l'un de vous ait envie. Enfin, on avait plein de choses encore à aborder, mais donc s'il y a un point qui vous tient vraiment à cœur. Non ? Donc on va terminer avec ces histoires de petites abeilles à qui on montre le chemin, et ces histoires de virus et de bactéries en fait qui apprennent en fait à danser ensemble. Et je vous remercie bien fort à tous les deux pour cette discussion, et je crois qu'on peut du coup ouvrir la discussion au public.
Bonjour, merci. Vous avez récemment abordé un petit peu la question de l'éthique dans le lien avec la question de la récupération possible par le Big Pharma sur vos travaux et la possibilité donc de mettre ça tout de suite dans le domaine public. Et sur cette question de l'éthique, vos travaux pourraient donc être facilement récupérés par des gens mal intentionnés, entre guillemets. Je pense particulièrement aux militaires. Et donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, quoi ? Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'historiquement, la recherche sur les phages en thérapie, elle a été d'abord menée par les militaires. Et la meilleure équipe à l'heure actuelle, enfin, il y a plusieurs équipes qui sont très très bonnes, mais une notamment, c'est l'hôpital militaire de la Reine Astrid à Bruxelles, où les médecins, enfin l'équipe qui travaille là-dedans, ils sont pas militaires, mais ils sont logés, enfin ils sont dans l'hôpital militaire. Et en fait, ils ont eu les fonds de la part de la Direction générale des armées parce que les bactéries antibiorésistantes, c'est un véritable problème effectivement dans les zones de guerre. Après, par exemple, les Belges là-dessus sont super, c'est-à-dire c'est vraiment eux qui ont milité en fait pour qu'on reste le plus possible dans un modèle public et pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'être récupéré et accaparé par le privé. Voilà, le plus gros essai à l'heure actuelle, Phagoburn, voilà, c'était un essai financé majoritairement par l'armée. Après, c'est pour ça qu'on est aussi accompagné par des juristes. C'est aussi pour ça qu'on réfléchit à voir un petit peu comment mettre ça en place. Enfin, je crois qu'il y a Pauline Londex qui va intervenir dimanche, avec qui je serais ravie de discuter d'ailleurs de ces questions-là. Parce qu'on sait très bien que en fait, la recherche privée est tout sauf privée, c'est-à-dire que la majorité des recherches sont dans le domaine public et ensuite elles sont brevetées par le privé, puis récupérées. Donc oui, il y a un risque de récupération. Et là, on est en train de travailler, on a un workshop là-dessus en octobre, sur comment mettre en place justement un système de production interne à l'hôpital qui ne serait pas récupérable. Après, on est un peu protégé dans le cas des phages. Déjà, on ne sait pas très très bien les produire pour l'instant selon les normes GMP, qui sont les normes qui doivent être utilisées par l'industrie pharmaceutique. Donc pour l'instant, ça nous laisse un peu de temps. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, le brevetage d'un phage, pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Donc, ils brevettent des cocktails, ils peuvent breveter des process de fabrication, mais un phage en lui-même, pour l'instant, on ne peut pas. Ils trouveront certainement une solution. Je ne me fais pas de... Voilà. Mais oui, on est très attentif à ça, bien évidemment, oui. Oui, on assiste actuellement à une course-poursuite, sur la recherche d'un vaccin. Et je voulais savoir contre le coronavirus, et je voulais savoir si vous aviez dans vos travaux croisé des choses qui vous permettent de dire des choses sur ce phénomène actuel, cette course au vaccin, cette espérance évidemment. Voilà. Du coup, je me permets juste de rajouter une couche à votre question. C'est vaccin et remède miraculeux, parce qu'on a eu les deux là aussi avec le Covid, avec la sortie de Raoult notamment. Donc ouais. Non, c'est vrai que la course, elle est compréhensible parce qu'il y a un marché, parce qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des décennies de recherche en amont sur la recherche vaccinale est quand même très forte et arrive à préparer des vaccins contre des pathogènes qu'on ne connaît pas encore. Il suffit ensuite de rajouter l'antigène et c'est pour ça que ça va si vite. Donc cette course, elle est quand même impressionnante aussi pour ça, parce qu'on en est peut-être capable. Mais après, évidemment, cette attente d'une solution technique, elle est très certainement trompeuse, hein, et je veux dire, on le voit bien avec la polio, on a un bon vaccin qui a ensuite des défauts qu'on découvre progressivement et qui ne suffit pas à nous débarrasser de l'épidémie. Donc le solutionnisme technique, c'est un leurre pour le climat et c'est un leurre très certainement pour les épidémies et aussi parce qu'il nous empêche de penser toute la dimension politique de l'épidémie et de la mortalité associée à l'épidémie, toutes les inégalités face au virus, etc. Et le vaccin risque aussi de toute façon de redoubler cette structure inégalitaire-là. Donc de ce point de vue-là, évidemment, il faudra être aussi, en tant que citoyen ou activiste, très vigilant à ce moment-là, quand cette solution miracle viendra, qui n'en sera pas une de toute façon, parce que ça marche pas comme ça, malheureusement. Et que cette attente, et on avait cette attente aussi enfantine avec Raoult, on a tous voulu un petit peu y croire, même ceux qui ont tout de suite dit qu'ils y croyaient pas du tout, parce que qu'est-ce que ça aurait été bien. Et
Voilà. Oui, voilà. Enfin, je n'irai pas beaucoup plus loin, si ce n'est de dire qu'à chaque tentative, à chaque essai en fait de solution, la question à poser, c'est toujours en fait qui est-ce qu'on inclut et qui est-ce qu'on exclut dans ces choses-là, justement parce qu'en fait, on sait que s'il y a une chose qui est extrêmement claire dans la question du soin, ce sont les inégalités profondes des différentes populations. Donc voilà. Donc pour le coup, c'était une boutade entre nous hier soir, mais j'aimerais revenir sur cette histoire de masque. Qui était masque, pas masque, pourquoi toi tu préconises le masque et en fait justement, enfin moi je pense que c'est très très important de porter le masque, pas pour soi très clairement, mais vraiment pour les autres et notamment pour les populations les plus vulnérables, voilà, et qui sont vulnérables pour des raisons parfois physiologiques, mais surtout la plupart du temps pour des raisons socio-économiques. Donc voilà. Moi, le masque, c'est typiquement une manière polie de raccompagner le virus vers la sortie. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le mettre. Bien, bonjour. Une petite question. Donc, il y a quelques mois, il a été annoncé qu'un antibiotique, qui était merveilleux, avait été découvert grâce à l'intelligence artificielle. Je voulais savoir si l'intelligence artificielle était de sensibilité féminine ou masculine. Alors, j'ai aucune réponse là-dessus, mais je peux vous dire que tout ce qu'on sait, c'est que le milieu de l'informatique est un milieu profondément misogyne. Donc, Une dernière question ? C'est le moment ou jamais, car contrairement aux éditions précédentes, vous ne pourrez pas ensuite toucher Charlotte et Guillaume. Et pour poser une question, il va falloir vous tenir à une distance relativement respectueuse. Ah pardon, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. Ben voilà, on a une question. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour la richesse du contenu de votre intervention. J'ai une petite question un peu originale, enfin vous me direz. Je suis anthropologue aussi, alors pas du tout de la santé. Du coup, j'ai dû faire du gros rattrapage pendant le confinement pour me remettre un peu à jour sur les connaissances en anthropologie de la santé. Et je me demandais, vous qui ont vécu ces 6 derniers mois avec une expertise sur ce qui se passait, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans tout ce qu'il y a pu avoir comme réaction, comme gestion de la crise? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise et qui vous ont amené à peut-être de nouvelles problématiques de recherche pour vous? Merci. Merci. Non, vas-y, je t'en prie. Oui, disons que les spécialistes, enfin, la pancarte dans le dos, etc., on est partagé entre dire qu'on n'est pas surpris parce qu'on connaît ces histoires, etc. Et c'est vrai qu'il y a des aspects, quiconque a travaillé sur l'histoire de l'épidémie de sida, en particulier en Afrique, des professeurs Raoult, ça pour le coup, c'est vraiment un personnage récurrent. C'est toujours quelqu'un qui vient pas de la capitale, mais de la deuxième ville qui regarde la capitale. C'est toujours ce personnage du professeur en médecine, politique, charlatan, populiste, en même temps très respecté, qui publie bien, etc. Je l'ai en triple dans ma collection de Pokémon. Donc, de ce point de vue-là, il y avait pas de surprise et il y avait une fascination de ce côté que, et en plus en tant qu'historien, j'aime pas du tout cette idée qu'il y a des personnages qui reviennent, qu'il y ait des constantes comme ça. Mais là, c'était très surprenant. Mais bon, c'est vrai que sinon, mais je pense qu'on est dans le même désarroi que tout le monde, parce que en fait, et en plus, ce qu'on a cru avoir compris, on le comprend plus trop maintenant. Et enfin voilà, donc sinon, oui, beaucoup de surprises. Non, moi, c'est principalement de la colère que j'ai eue pendant des mois, de la colère sur le fait qu'à un moment donné, si on ne sait pas, on ne sait pas, et c'est ce qu'il faut dire. En fait, il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est complètement planté sur la préparation. Il n'y a pas de honte à dire que c'est pas que les masques sont pas bien, c'est juste qu'on n'en a pas. Et voilà. Et c'est toutes ces choses-là que moi j'ai trouvées extrêmement détestables et qui m'ont vraiment mise en rage dans le confinement.
Ça, et puis la pléthore de gens qui se sont... Bon, moi, j'écoute pas la télévision, je regarde pas la télévision, et heureusement, mais le peu qui me parvenait jusqu'à moi, c'était... vous ne savez pas, donc taisez-vous, en fait. C'était vraiment, au bout d'un moment, ça que je trouvais insupportable et dommageable, parce qu'il y a des gens qui ont une parole publique, qui portent, et qui, à mon avis, en fait, ne prennent pas leurs responsabilités. Et parlent à tort et à travers sans se demander quel écho aura leur parole dans la sphère publique. Et le problème des soi-disant experts, pour moi, il est fondamentalement là, quoi. Donc, voilà. Bonjour à tous. Oui. Ah, attendez, juste un instant. Donc on a encore 2 questions, et après, encore 2 questions, et après, je vous en prie, on arrête. Bonjour à tous et merci pour les contenus. En tout cas, les questions, c'est toujours très intéressant. Je voudrais me risquer d'amener un petit peu de poésie dans nos débats, dans nos rencontres. Et étant issu de peuples minoritaires, minorisés, pas occidentaux, jamais occidentalisables, etc., je me demande, est-ce que la culture ne serait pas un peu... peut-être la solution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on focalise sur un tout petit bout du monde et de l'humanité. On oublie les peuples indigènes, on oublie Glissant, on oublie le tout-monde, on oublie la façon finalement d'accueillir ces gens qui traversent les mers. C'est pas du tout les brigands et autres pirates financés par le roi de France pour aller se faire le reste du monde. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est juste qu'on n'est pas à la caisse, donc ça nous gêne un peu. Mais tant que la caisse était en Occident, ça a dérangé personne. Moi, je me disais, est-ce que finalement, l'antidote à tout ça, c'est pas de remettre un peu de poésie, et au lieu de faire venir les représentants d'Amazonie, d'événementialiser ça. Moi, je suis plutôt situationniste intellectuellement, et je me dis, est-ce qu'on peut pas renverser en disant ce qui va nous sauver, c'est d'aller lire un peu plus de poésie, de déclamer un peu plus de poésie, et finalement de se rendre compte que la marche du monde, il faut déjà marcher soi-même. J'en parlais tout à l'heure avec Gilles, c'est comment on met des philosophes en résidence dans les conseils municipaux, par exemple, ça peut être intéressant. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, en guise d'instruction civique, on pourrait enseigner le génie civique. Comment construire un autre monde, au lieu de dire oui, le monde d'après. Le monde d'après, on est en train de le tuer. Je veux dire, les peuples indigènes, dont j'estime faire partie quelque part, n'ont pas du tout voix au chapitre, ou alors c'est juste pour mettre un peu de couleur à côté de Sting en noir et blanc, quoi. Je veux dire, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est comment, à un moment donné, la poésie peut venir à la rescousse, et la culture en général, c'est-à-dire dire aux gens, confinés, d'accord, mais lisez un peu plus, ça sera toujours ça de prix, quoi. Un commentaire T'as un commentaire à faire ? Non, merci. Non. Merci. Je voulais juste vous remercier de la précision de vos propos. Enfin, on voit comment il y a un corpus charnu pour un biologiste derrière ce que vous avez dit, mais ce qui était génial, et là où j'ai bu du petit lait, c'est que ça va beaucoup plus loin, ça dit beaucoup de choses. Notamment, j'ai eu un moment de remise à ma place quand j'ai vu que, après avoir avec d'autres expliqué que c'était notre façon de gérer la biodiversité qui nous avait un peu mis dans la merde. Vous aviez qu'à pas jouer comme ça avec la biodiversité, ça ne serait pas produit. Je me suis retrouvé aux côtés de ceux qui disaient vous aviez qu'à pas aimer les hommes, ça vous serait pas arrivé, ou vous aviez qu'à aller plus à la messe, ça vous serait pas arrivé. Donc j'ai vu ma boîte de Pokémon pour le coup. J'ai vu dans quelle boîte j'étais. J'ai une question sérieuse. Vous avez pointé du doigt les limites, évidemment, des corpus de représentation et des métaphores qui entourent une vision viriliste, guerrière, d'un certain nombre de choses. Mais je pense aussi qu'il faut voir ça de façon aussi en perspective. Les corpus alternatifs, les cadres conceptuels alternatifs et le vocabulaire qui ira avec, qu'on pourrait développer, comme par exemple conduire la guerre délicatement vers la sortie, elles auront aussi leurs limites à un moment. Et juste pour avoir votre avis là-dessus, je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est de courir en recherche, sans forcément le faire à la télé. C'est de courir dans une direction et d'explorer tout ce qu'elle peut nous donner. Le virilisme en a peut-être eu quelques qualités, du coup, et ensuite de savoir, après, au bon moment, changer de voie. Mais aucune voie ne sera parfaite, et les suivantes auront les imperfections que vous avez pointées sur les premières.
Oui, et puis je dirais même là, puisque la biologie et les méthodes biologiques sont même inspirantes de ce point de vue-là. La manière dont un algorithme construit un arbre phylogénétique, par exemple, c'est exactement ça. C'est des essais-erreurs. On teste, on casse une branche, on regarde et on va jusqu'au bout de cette exploration, on mesure la vraisemblance et puis on recommence, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y a dans ce jeu, en fait, qui est un jeu très darwinien d'essais-erreurs, c'est intéressant de le mener intellectuellement aussi dans nos récits, quoi. C'est une jolie idée. Ouais. Et puis l'idée aussi, surtout, c'est pas de remplacer un récit totalisant par un autre. C'est plutôt en fait de jouer sur la multiplicité des récits et en gardant conscience que les savoirs qu'on a sont des savoirs situés, forcément partiels, et que les biologies elles-mêmes sont des biologies qui sont situées. Voilà. Donc c'est plutôt la multiplicité de ces récits qu'il faut viser. Je me permets du coup, parce qu'en fait c'est aussi une question. Enfin, oui, moi j'ai presque pas forcément courir dans une direction. Peut-être qu'on peut y aller en marchant. Mais je me demande en fait si plutôt effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire là aussi, mais par contre cultiver dans les pratiques scientifiques et dans l'enseignement scientifique une attention aux effets et aux conséquences de ce qu'on dit. Parce que pour l'instant on est quand même enfin il y a les sciences naturelles d'un côté, puis les sciences humaines et sociales qui d'ailleurs font pas forcément plus attention aux conséquences de ce qu'ils disent. Et vraiment cultiver ça collectivement, ça veut dire quoi? Prêter attention au fait que la manière dont je vais raconter les choses a des effets qui certainement vont m'échapper, mais en tout cas vraiment nourrir cette attention-là pour éviter au maximum effectivement d'abîmer davantage le monde, quoi. Bien, merci beaucoup, merci à tous les trois.